Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Donc, cette semaine, le Bitcoin, il s'est vraiment bien apprécié. Est-ce que c'est le réveil tant attendu du marché des cryptos à l'aube du fameux halving qui aura lieu d'ici une dizaine de jours? On va en parler dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler des indices boursiers, de signes noirs, de résilience, d'optimisme et de pourquoi il faut voir, il faut cultiver une certaine vision des choses, des marchés ou des choses de son quotidien dans la vie pour pouvoir être heureux tout en gagnant sur tous les points et éviter de penser que ces fameux signes noirs, là on est dans une situation de signe noir avec cette histoire de coronavirus et de lockdown mondial. Pourquoi est-ce que ce genre d'événement, il faut tout simplement éviter d'y penser, mais quand ça arrive, il faut avoir la résilience de s'adapter. Je vais essayer de vous faire un comparatif entre cette théorie, en tout cas c'est pas une théorie, c'est une façon de vivre. Et ce qui se passe sur les marchés financiers, on va notamment parler du Dead Cat Bonds qui peut-être pourrait se matérialiser sur l'indice SP500, ce qui plongerait effectivement l'économie financière, la sphère financière, dans une débâcle terrible, mais on parlera aussi de la psychologie des foules et de pourquoi je ne pense pas que ça puisse arriver. C'est pas un avis personnel, je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Et enfin, dernière chose, deux opportunités sur les minières. À mon avis, les minières orifères vont être les actions, les entreprises qui seront les grandes gagnantes en bourse de ces prochains mois. Je vais vous expliquer tout ça, ce qui s'est passé sur ces actions avec deux exemples, sur la crise Corona où vous auriez dû prendre position. Certains élèves de ma communauté qui sont des swing traders en daily ont pris position. Je vous montrerai tout ça, c'est dans la vidéo. Accrochez-vous, il y a beaucoup de contenu intéressant. Ah, notre cher Bitcoin, il est en train de bien rebondir. Donc, bon, on est en phase avec le scénario, qui est un scénario chartiste. Je le rappelle, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas où seront les cours de bourse dans une heure, dans un mois, dans un an. Mais par contre, en analysant simplement les zones chaudes et les zones froides, on va dire, du marché, on peut se rendre compte un petit peu de voilà, quels sont les scénarios les plus probables. Après, c'est pas parce qu'un scénario est plus probable qu'un autre qu'il va se réaliser. Donc là, depuis le début la moitié du mois de mars, vous voyez, on a été chercher ici, on a créé un point, un point dur, un support, ce qui nous a permis de tout simplement tracer le bas de cet énorme triangle chartiste qui est en train de se développer sur plusieurs trimestres. Et on a dessiné un point d'inflexion, un double creux. On a cassé ce double creux le 20 avril. Et là, on a la semaine du 20 avril. Et là, on a l'accélération cette semaine de ce double creux. Donc le potentiel, encore une fois, il reste limité depuis le début, je vous le dis. Le potentiel, c'est la zone de convergence entre le haut du triangle et la zone de résistance que je vous ai mise en bleu. Donc là, le Bitcoin, il peut aller chercher un petit peu plus haut. Vous voyez que déjà là, la mèche haute de cette semaine, on a allé chercher pratiquement les 9000 points. On peut aller chercher la zone des 10 000, mais là, à mon avis, ça va être très très compliqué de passer ça. Là, c'est le scénario, une fois qu'on aura vraiment épuisé le rebond à court terme, ce sera tout simplement de consolider et de stabiliser la bébête. Donc la stabilisation, elle peut se faire dans le triangle ici, ou elle peut se faire au-dessus du triangle. Elle peut très bien se faire, voilà, dans une zone ici, avant qu'on ait quelque chose qui parte. Donc pour rappel, on a le halving sur le Bitcoin qui a lieu autour de, je crois, du 11-12 mai. Donc c'est un événement qui est attendu par toute la sphère crypto comme étant quelque chose d'ultra bullish, ultra haussier. Encore une fois, méfiez-vous, quand tout le monde pense la même chose et se met à vouloir faire la même chose, c'est qu'en général, il n'y a plus personne derrière pour alimenter le mouvement. Si tout le monde s'est positionné là au cours des dernières semaines en prévision du halving, c'est que derrière, il n'y aura plus vraiment grand monde pour continuer à alimenter la hausse. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est pas parce qu'on arrive sur le halving que du jour au lendemain, le Bitcoin va se mettre à monter en flèche vers la... vers la lune. Donc à mon avis, il va y avoir quand même un bon besoin de consolidation, que les cours se stabilisent, qu'on casse une résistance. Et là, il sera vraiment opportun de prendre une position à long terme sur la nouvelle vague de hausse, le nouveau cycle haussier du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ce qui est plutôt positif jusqu'à présent, c'est que les crypto-monnaies, ça fait quand même ça va faire 2 ans
Donc on est l'année 2018. L'année 2019, là on arrive au milieu de l'année 2020. Ça va faire 2 ans et demi que ce marché il se fait maltraiter. Donc les gens, la plupart des petites mains et des spéculateurs et des boursicoteurs qui n'ont pas vraiment de vue sur ce marché-là, ça fait très longtemps qu'ils sont sortis de ce marché. Et si ce marché se remet à faire parler de lui, on risque d'avoir à nouveau une énorme vague de nouveaux investisseurs qui pourraient entrer sur ce marché-là et justement entretenir la hausse, hein, si on casse ce joli triangle, entretenir la hausse du Bitcoin. Donc voilà, le marché, à mon sens, il est en train de finir sa digestion de 2 ans et demi. Donc je pense que d'ici la fin de l'année 2020, on aura bien digéré toute cette histoire et le marché sera mûr pour repartir sur un nouveau cycle de hausse. Et ça, ce sera dans son ensemble, hein, le marché des cryptos. Analyse du SP500, donc on y arrive, regardez cette semaine là, on est sur le point dur, donc je vais vous passer le graphique bien en gros, on va ensuite passer sur du daily, mais pour le moment en hebdomadaire. Donc la semaine dernière, on s'en approchait, hein, de cette zone de résistance, de ce point dur. Cette semaine, on a été la tester et vous voyez que là, ça devient compliqué, hein. Le rebond qui s'est mis en place depuis la dernière semaine de mars, là, elle commence à caler et on a une puissante zone de résistance qu'on va aller voir en journalier. Voilà, vous la voyez, je vous l'ai mise en rouge. Donc là, pour le moment, la dynamique de rebond haussière est toujours activée. Je vais vous faire un petit peu de chartisme. Donc là, ici, on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc c'est un double creux. Donc vous voyez, un premier creux, un deuxième creux. On a eu la validation, la séance du lundi 6 avril, hein, cassure du pivot. Et ensuite, sur la théorie chartiste, hein, on reporte simplement l'amplitude de ce double creux. Donc je vous le dessine ici. Je vais mettre une petite flèche, hop, de cette couleur. Et je vais la reporter au-dessus. Donc en théorie, hein, d'un point de vue strictement théorie chartiste, l'amplitude, le potentiel de progression, hein, suite à ce breakout là en journalier, c'est la zone de résistance. Donc vous voyez que là, ça converge vers la zone maximale, hein. On est sur le haut de la zone de résistance et donc là on est en train d'entrer dans cette zone dure. Pour le moment, la dynamique de la tendance, hein, qui a été initiée depuis le 6 avril, elle est toujours intacte. On voit que voilà, on a une petite tendance haussière. Je vais pouvoir vous la dessiner comme ceci. Hop, on a cette petite tendance haussière, on a ce petit canal haussier ici, mais voilà, on arrive encore une fois dans une zone un peu compliquée. On va voir comment ça se dessine au cours des prochaines semaines, mais voilà, ce niveau de résistance, il est annoncé depuis pas mal de temps, et le scénario, hein, le plus probable, celui en tout cas auquel moi je m'attends davantage qu'au reste, simplement là, on va revenir corriger, et en fonction de là, on aura corrigé. Donc on peut aller très bien chercher à nouveau le support mensuel, l'énorme support mensuel qui définit le fait qu'on passe en marché baissier ou qu'on reste dans un marché haussier séculaire, hein. C'est vraiment cette zone là qui est la plus importante sur le moyen long terme. Soit on va la tester à nouveau, soit la volatilité se calme et ça ce sera tout bénef, hein. Si la volatilité commence à se calmer, que tous les pays du monde entier sont déconfinés pendant l'été et que ils font de l'hélicoptère monnaie sur l'économie mondiale, hein, ce qu'ils sont en train de faire, hein, clairement. Ils ont commencé à faire ça en proposant des aides dans tous les sens à tout le monde. Peut-être, hein, que d'un point de vue purement sphère financière, ça peut sauver les meubles et on peut se retrouver dans un scénario de grande consolidation, de grande stabilisation des indices avant qu'on ait une nouvelle direction d'ici l'année 2021, c'est-à-dire soit par le haut un nouveau bull market, soit par le bas un marché baissier avéré. Donc voilà, ça va quand même se jouer, hein, d'ici là. Je pense que pendant l'été, on commencera à avoir une bonne vision des choses. Mais voilà, le scénario catastrophe entre guillemets, c'est le fameux Dead Cat Bonds qu'on a vu sur le Bitcoin. Donc je vais vous passer ça en mensuel. C'est tout simplement le rebond du chat mort, hein. Donc voilà, on a le chat, on le lâche, boum, il touche le sol, hein, on lâche d'un immeuble, hein, de préférence, hein, assez haut, hein, plus de 3 étages, hein, parce que sinon on est à coup sûr certain qu'il va survivre. On lâche du 4e étage, il touche le sol, il rebondit. Là, on ne sait pas s'il est mort.
Donc s'il a rebondi comme un ballon touche le sol et qu'en réalité, bah, quand il a touché le sol, il est mort et là il est en train de rebondir alors il est déjà mort. Et quand il va revenir toucher le sol, bah, on on aura le verdict. Ou soit bah, il a touché le sol et en réalité il est vivant, tout va bien, donc il a simplement fait un rebond. Et là quand il va revenir toucher le sol, il pourra continuer sa vie tranquillement et gambader. Donc c'est ça la théorie du Dead Cat Bounce. C'est ce qu'on a eu sur le Bitcoin. Je vous en avais parlé semaine après semaine suite au crack du Bitcoin. Là, la possibilité d'un Dead Cat Bounce est bien réelle, hein. Donc ça on le verra tout simplement si ce support en mensuel dont je vous parle depuis le début de la crise Corona, si ce support tient, on n'a pas de Dead Cat Bounce, s'il vient casser ce support mensuel, là ça craint du boudin clairement, mais bon on n'y est pas du tout, on n'est pas du tout encore dans ce scénario catastrophe, malgré toutes les vidéos YouTube, tous les médias, tout. En fait c'est simple, là tout le monde vous dit que l'économie est morte, qu'ils ont sacrifié, qu'on a sacrifié, enfin que les politiciens ont sacrifié une génération. Et quand tout le monde pense très très fort la même chose dans un contexte d'irrationalité, de peur ambiant, c'est qu'en général, on n'est pas forcément dans le bon, hein. On a eu exactement la même expérience pendant l'éclatement de la bulle des cryptos, hein, octobre, novembre, décembre 2017. C'était exactement la même irrationalité ambiante autour du Bitcoin. On vous présentait tous ces riches, tout le monde avait un avis sur le Bitcoin. Là actuellement, tout le monde, la population mondiale a un avis sur le Covid. Tout le monde est plus ou moins virologue, est pour ou contre. Enfin bref, tout le monde voilà, a son avis. Et si vous demandez à tout le monde ce que va faire l'économie au cours des prochains mois, je pense que 99,99999% de la population mondiale vous dira c'est la cata, c'est la même merde, on va cracher. Et en général, quand tout le monde est dans le même sens et avec une très forte irrationalité et que tout le monde a un avis sur la situation, c'est que la plupart du temps, c'est l'opposé qui arrive. Donc on verra. Moi, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal. Je suis là pour vous partager mon analyse de la psychologie des marchés, de la psychologie des foules, hein. C'est à ça que je sers. Je suis pas du tout spécialiste en Covid-19, en coronavirus, en gestion des crises politiques. Mais par contre, sur les marchés financiers, je me rends bien compte quand il y a et voilà, l'analyse technique nous donne des indications et quand le comportement des foules, qui n'a rien à voir avec l'analyse technique, hein, quand on observe sur les réseaux sociaux et dans notre entourage qui se passe, on peut faire simplement une convergence, hein, des deux analyses et se rendre compte, voilà, où est-ce qu'on est dans un extrême ou pas. Et là, clairement, on est dans une situation extrémiste qui peut très bien se matérialiser. Moi, personnellement, j'aurais jamais cru qu'une petite entre guillemets épidémie puisse avoir que les politiciens puissent réagir au niveau mondial à une telle chose, hein. On n'a jamais eu de telles restrictions au niveau de la population mondiale sur toutes les dernières épidémies qui ont eu lieu. C'est pour ça que moi j'ai complètement sous-estimé. Vous savez, l'idée, hein, quand on vit une vie heureuse, c'est de sous-estimer les signes noirs, donc ce qui peut arriver de pire, et de surestimer tout ce qui peut arriver de meilleur. Ça permet tout simplement de vivre heureux, hein. Donc quand on vous dit attention, il y a Allahu Akbar, on va tous se faire péter la tronche si on va au café. Je vais regarder ça simplement d'un point de vue statistique et je vais regarder combien il y a de cafés en France, combien il y a eu d'attentats et je vais dire ok bon je suis quand même safe dans un café, ça va. Pareil pour l'avion, moi j'ai toujours eu une peur bleue de l'avion avant d'habiter à l'île Maurice, à force de le prendre l'avion ça va beaucoup mieux, mais voilà, la seule façon de se raisonner par rapport à l'avion c'est de se dire que c'est l'endroit le plus safe du monde, c'est beaucoup plus safe d'être dans un avion que d'être chez soi, il y a beaucoup plus de morts liés aux accidents sanitaires, aux accidents à domicile, par des produits, par des chutes, par tout ce que vous voulez, que de morts de personnes qui ont été présentes dans un avion. Donc en réagissant comme ça, en raisonnant d'un point de vue purement statistique, et ça c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif, hein, pour l'homme, eh bien de manière générale on vit quand même plus heureux, on vit quand même plus aligné avec la réalité des choses, c'est-à-dire les choses qui ont 99% de probabilité de se produire, et on vit tout simplement mieux. Si on passe son temps
à programmer sa vie en fonction d'événements qui ont une occurrence de moins de 0,1% d'arrivée, on passe son temps à faire des choses qui servent à rien et à vivre grosso modo dans la peur d'un signe noir en pensant qu'il va se réaliser à tout moment. Donc voilà, moi le conseil que j'ai à vous donner, si je peux me le permettre, c'est soyez résilient mais restez optimiste. Donc l'optimiste, c'est pas de la béatitude et de la crédulité. Et l'optimisme, c'est simplement une façon de vivre pour vivre bien. Et être résilient, c'est simplement que, ok, si on arrive dans un signe noir, si là on entre vraiment dans un dead cat bounce et un marché baissier, faut simplement s'adapter, il faut être résilient, il faut se dire, ok, là le signe noir il est en train d'avoir lieu, et ben je vais m'adapter. Mais le fait de quand on est là, ici, et qu'on vous dit attention, il y a la Chine là qui est en train de vivre une épidémie, si on se met à paniquer à chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on s'en sort pas. On ne fait que shorter les marchés tout le temps et on se retrouve à perdre son patrimoine tout le temps, tout le temps, tout le temps et à ne plus avoir quoi que ce soit à investir sur les marchés et à vivre dans la peur. Donc voilà, c'était la petite minute philosophique. On passe à autre chose maintenant. Donc ça fait plusieurs semaines que je vous parle des minières qui sont plus ou moins corrélées à ce que fait l'or. Donc l'or est entré dans un nouveau bull market. Ça fait plusieurs trimestres que je vous en parle, plusieurs mois que je vous en parle. Les minières là sont en train d'entrer dans une nouvelle phase de hausse. Ça faisait très très longtemps que les minières avaient été complètement délaissées. Là on a ce signal cette semaine, la semaine précédente, et on avait une incursion au mois de février juste avant la crise du Corona. La crise du Corona a eu un impact très faible pendant 2 semaines. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe sur les spéculateurs, notamment en daily, qui lancent leurs screeners sur les marchés de type minière, donc notamment sur le marché australien ou sur le Amex, sur le marché américain, où et son côté toutes les actions commodities, c'est-à-dire les actions matières premières, et bien effectivement, on a des minières qui ressortent sur les screeners. Alors, dans les anciens élèves, il y a Chris qui nous a fait 2 trades, qui nous a repéré. Donc lui, il est sur ABR. Je vais vous la... Hop, Barrick Gold, la fameuse Barrick Gold qui est très connue. Hop, je vais vous la passer en journalier. Donc en journalier, on le voit. Alors, je vais vous faire la petite analyse. Voilà, Barrick Gold a eu une situation de recovery, donc marché baissier ici, hop, large base, on s'extrait de la large base ici, on consolide et ça part. Là on se dit ok, on a la première consolidation d'un bull market, c'est vraiment cool, voilà, on est vraiment aligné. Puis après on a la crise coronavirus. Alors, la crise coronavirus, ça a été un gros choc de volatilité à court terme, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de résilience sur cette action puisque le secteur commence à être très recherché par les investisseurs. Ça fait plusieurs années qu'il est complètement délaissé. Et là, du coup, voilà, on a une magnifique pattern en tasse avec anse. On a le breakout ici de cette tasse avec anse. Là, on a les volumes qui sont arrivés le jeudi 2 avril sur cette tasse séance et on a l'action qui reprend son envol qui aurait dû en fait, s'il n'y avait pas eu la crise du Corona, se matérialiser, continuer ici sans cet épiphénomène entre guillemets. Maintenant, c'est plus vraiment un épiphénomène, c'est un phénomène mondial, mais sans ce phénomène du Corona, l'action aurait très probablement, voilà, la hausse que vous voyez, elle aurait été très, très probablement ajoutée à partir d'ici. Donc là, on a eu ici la crise Corona, beaucoup de résilience, pattern de bull market, cassure et on repart sur une hausse. Donc ça, c'est pour Barrick Gold. On a quoi d'autre? On a WPM. Donc Wheaton Precious Metal Corporation. Donc là, pareil, même contexte que Barrick Gold, sauf que sur cette action, on était déjà vraiment ancré dans un bull market assez significatif. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a moins de volatilité. Donc on a cette énorme large base, 2017, 2018, 2019. On s'extrait de la large base. On s'extrait de la large base. On fait une première vague d'impulsion. Donc là, clairement, quand on voit ça, on se dit « Ok ». On est sorti d'une situation, d'une phase où il n'y avait pas de tendance et on entre dans un nouveau bull market. On a la première consolidation qui se manifeste. Vous voyez que sur cette première consolidation, ici, on a les cours qui se resserrent de plus en plus à la fin. On a le breakout.
là, le 18 février, avec des gros volumes. On se dit, ok, tout aligné sur les minières. Je vous en ai parlé d'ailleurs cette semaine de mi-février. Les minières sont en train d'avoir leur premier grand signal de début de bull market. Et puis on a eu, boum, la crise Corona. Et encore une fois, énormément de résilience sur ce secteur, ce qui nous montre, ce qui nous démontre que ce secteur est probablement l'un des meilleurs secteurs qui va se faire découvrir pendant le restant de l'année 2020. On a une tasse avec une anse qui se forme, on a le breakout ici le jeudi 9 avril et la tendance qui se met en place. Encore une fois, cette tendance haussière, on aurait dû la voir partir ici si on n'avait pas eu la crise Corona. On a eu la crise Corona et on a vu que malgré cette crise Corona, on a eu énormément de résilience, une belle pattern de hausse. Donc voilà, ça vraiment... en tout cas, pour moi qui fait de la spéculation depuis plus de 15 ans, c'est simplement la preuve que ce secteur, il est très recherché par les investisseurs et que toutes les actions aurifères que vous allez voir débarquer sur vos screeners, si vous screenez en daily notamment, ça risque d'être des opportunités intéressantes sur lesquelles surfer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Encore une fois, respectez bien votre money management, respectez bien vos entrées. Vous voyez, là, il est beaucoup trop... On est trop haut et trop loin pour entrer en position. Les entrées en position se font sur les cassures de pattern. Ne mettez pas trop d'argent sur chaque action. Voilà, money management, rigueur et timing, c'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir performer pendant ces conditions de marché sur ce secteur-là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette façon de spéculer sur des patterns comme ça en swing trading daily, donc les positions sont prises le soir, quand les marchés financiers sont fermés, on entre nos ordres chez notre courtier et ensuite le lendemain, sans avoir besoin d'être devant ces écrans, on est exécuté ou pas et on peut surfer une tendance sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Je vous ai préparé une conférence que j'avais donnée dans laquelle je détaillais les 5 phases pour passer de trader débutant à trader rentable. Et en réalité, dans cette conférence, je vais vous expliquer comment s'organise la routine quotidienne d'un swing trader, donc en daily, avec notamment les screeners, les types d'opportunités à saisir et comment tout cet écosystème se passe et s'organise. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, vous allez tomber sur cette page. Là, vous cliquez sur inscription, vous laissez votre email et vous allez recevoir cette webconférence avec le PDF et vous allez apprendre énormément de choses et notamment je vous donnerai tout simplement les conseils, les 5 conseils pour passer de la phase 1 à la phase 2, puis à la phase 3, puis à la phase 4, puis à la phase 5 de manière à ce que vous ne perdiez pas des mois et des années, mais qu'en l'espace d'une webconférence, vous ayez tous les instruments, les outils et mes meilleures recommandations pour arriver au plus vite à la phase 5 sans vous décourager au moment de la phase 2 ou de la phase 3. Donc le lien est en description. Si vous avez des questions suite à ce replay de la webconférence, n'hésitez pas à m'envoyer un email, j'y répondrai toujours dans la journée. Allez, on se retrouve juste derrière pour le replay de cette webconférence. Cliquez en dessous.